Chers invités, chers téléspectateurs, sans pour autant justement s'intéresser à un journal en particulier. Je souhaite qu'on revienne plus en détail sur les échos de la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité. On va commencer avec vous, Thierry Alain Zoa. Qu'avez-vous retenu justement de cette célébration? Merci Claudia pour la parole. Oui. J'ai, comme tous les Camerounais, regardé le défilé à la télé. Parce que je n'ai pas eu la chance d'être invité au boulevard du Vin, mais surtout que même si on m'invite, je n'y irai pas. Ah. Parce que là où il y a beaucoup de mantenues et beaucoup d'âmes, j'aime pas trop. Oh là là. Donc j'ai regardé à la télévision. C'est l'occasion pour moi aussi de dénoncer aussi, parce que chez moi, j'ai eu l'habitude d'utiliser la connexion Internet pour regarder la télévision. Mais malheureusement, hier, je ne sais pas où c'était une note de l'État ou c'était quoi, mais Orange, sans publicité, n'a pas donné la connexion. C'était terrible. Ça fait pratiquement une semaine où tu payes de l'argent à la fin du mois, mais tu n'arrives pas à utiliser. C'est pourquoi tu as payé. Oui. Donc j'ai été obligé de chercher à regarder par le téléphone portable. J'ai vu un défilé qui était beau, qui était magnifique. J'ai beaucoup apprécié la parade civile, parce que la parade militaire, c'est quelque chose qui est déjà réglé comme une note de musique et tout ça. Mais moi, j'ai apprécié la parade civile, j'ai apprécié les enfants, surtout de l'école primaire. Lorsqu'on les voit, on se demande souvent parfois, est-ce qu'ils savent eux-mêmes est-ce qu'ils savent eux-mêmes ce que l'avenir leur réserve? Parce qu'avec ce pays... Mais vous n'allez pas faire peur au pays, à la nouvelle génération. Ça nous fait souvent réfléchir, parce que lorsque vous voyez ces enfants, ils sont tellement en joie, ils sont contents, ils sont. Mais après, lorsqu'on regarde avec le regard des parents, on se demande, est-ce que vraiment ces enfants vont pouvoir bénéficier de ce que nous n'avons pas bénéficié dans le futur. Parce que, Claudia, aujourd'hui, nous sommes depuis la trentaine, on est la troisième génération de nos parents qui ont été sacrifiés. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on peine toujours à trouver la porte de sortie. Oui. Et on se demande véritablement si nos enfants qui arrivent là derrière... Mais qu'à cela ne tienne, j'ai apprécié. C'était bien. Vous épousez quand même la une du quotidien Capitole Public qui dit que c'était magnifique. Jusqu'à cela, jusqu'au superlatif absolu de magnifique. Oui. Non. Je pense que c'était bien. Mais vous ne pouvez pas parler du défilé sans parler du chef de l'État qui était présent, debout, en forme. Debout, en forme, bon, ça fait longtemps que déjà longtemps que je m'intéresse plus à la forme du président de la République. Parce que je me suis rendu compte que qu'il soit en forme, qu'il ne soit pas en forme, vraiment, pour moi, ça ne m'apporte absolument rien dans mon quotidien. Ce qui est le plus important, ce sont les actions qu'il pose pour que mon quotidien s'améliore. Donc, si c'est que le défilé a pu avoir lieu, cela signifie qu'il était déjà prévu qu'il soit là. Donc qu'il soit là n'est pas un fait extraordinaire pour moi. C'est quelque chose qui est normal que le chef d'État soit là le jour de la fête nationale. Et ceux qui prennent ça pour un événement extraordinaire, je me demande parfois, ils me posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. C'est quelque chose de très normal, de basique même à la limite. Vous êtes Camerounais? Je suis bien Camerounais, Claudia. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de gaieté. Vous semblez être détaché. D'autant plus que pour moi, j'ai l'impression que le défilé, depuis quelques années, a perdu son éclat de savoir. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, le défilé à la télé, parlons justement du chef de l'État, on n'arrive même pas à le voir. On peut compter le nombre de fois est-ce qu'on a pu voir le président de la République filmé par les caméras de télévision. On peut compter. Or, à l'époque, à une certaine époque, c'était lui qui était la question principale du défilé, on le voyait chaque fois et tout. Mais cette fois-ci, à descendre de voiture, on n'arrive pas à voir. Lorsqu'il va s'asseoir, on n'arrive pas à voir. Lorsque le défilé passe, on prend juste les images où il applaudit. Donc, on voit le président par intermittence. Pourtant, donc ça fait qu'on ne peut plus s'intéresser à lui, on s'intéresse plutôt à ce qui peut nous rendre heureux, qui peut nous donner la joie. Et donc, moi, ce qui m'a donné la joie dans ce défilé sont les tout petits. J'aime bien voir ces enfants défiler, crier, chanter, festoyer. Et à la fin, quand tu les vois rentrer, ils sont tous épuisés. Ils arrivent à la maison, ils dorment seulement, ils sont fatigués, ils dorment. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce défilé. D'accord. Merci beaucoup, Thierry. Anastasie, qu'as-tu retenu de cette célébration? Bon, par rapport à la célébration, ce fut un beau défilé pour moi. Oui. Mais si je peux en parler, il y a eu des intrigues sur la femme qui était devant le palais lorsque le cortège du président sortait. La femme avec son enfant au dos. Son plateau de beignets sur la tête. Oui. Beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. D'autres disent que c'est une infiltrée. D'autres disent que, oui, bien sûr. D'autres disent que elle est courageuse, c'est du jamais vu, c'est impossible et autres. Voilà. Il y a aussi le geste de la première dame. Elle a failli trébucher. C'est quelque chose que
nous avons remarqué. Eh bien, ça peut arriver à tout le monde, c'est un être humain. J'ai loué le comportement du président parce que on a constaté qu'il regardait beaucoup sa femme. Comme s'il était inquiet, comme elle devait tomber ou quoi que ce soit. Ils sont amoureux, non? Ils sont amoureux, c'est un couple amoureux. Ouais. Donc, du coup, même si c'est devant le public camerounais, ils doivent exprimer leur amour. Il y a eu des moments où parfois elle arrange justement sa veste ou sa cravate et tout. Donc, c'est un couple qui nous montre un parfait exemple. Donc, après... On parlait d'âge aujourd'hui, différents âges à mariage aujourd'hui. Vous n'allez pas mettre ça sur le chef de l'État. Vous avez envie de voir vos enfants grandir, oui ou non? On pense. OK? C'est qu'ils suivent vont grandir. D'accord. On le souhaite. Avec ou sans moi, ils vont grandir. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va déjà s'arrêter là, OK? Alors, Bertrand Tchenkam, on veut savoir, qu'as-tu retenu justement de cette célébration? Non, je retiens que c'est un non-événement. L'unité nationale était en pleine construction à l'époque de M. Amadou Ahidjo. On avait évolué, on était déjà à 16 sur 20. Avec l'avènement du renouveau, on a régressé. Nous sommes à 10 sur 20. Beaucoup de verres et de pas mûrs. C'est toujours la Non, souffrez que je m'exprime. Vous voulez peut-être voir vos enfants grandir, c'est pas tout le monde. Parce que mon grand-père a été brûlé par le napalm, il était membre de l'UPC, il est mort, j'ai vu. Parce qu'il faut savoir que la Révolution française a commencé par une bande de frustrés. En France, il n'était pas normal qu'un Kidam ou un Rastakoué puisse manger du pain, c'est un sacrilège. Il y a eu prise de la Bastille et les choses ont changé. Donc, il faut savoir qu'à un certain moment, il faut dire ce qu'on pense. J'étais de disance tout à l'heure qu'à l'époque de M. Amadou Ahidjo, on était à 17 sur 20. Et depuis l'avènement du renouveau, on a régressé, on a 10 sur 20. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Je suis né dans une ville qu'on appelle Konsamba. Konsamba, pour moi, c'est le symbole de l'unité nationale. J'ai jamais été stigmatisé dans cette ville. J'ai des amis avec qui on a eu le bar avant qu'ils sachent que celui c'est Yabastien, telle est la localité. Je suis arrivé à Yaoundé, je suis notable à Yaoundé. On m'a bien accueilli. Parce qu'à une certaine époque, on ne savait pas que tel est Bamileke, tel est Nordis. Tout le monde, on était ensemble. On avait dit, chacun peut se sentir à l'aise n'importe où. Et je crois quand même, quand on parle d'unité nationale, au Cameroun, on doit penser quand même à M. Amadou Ahidjo. Comment vous avez fait sciemment de laisser qu'on l'enterre au Sénégal? Parce qu'on ne peut pas être unis, on prend ceux qui se sont battus pour ce pays et ils sont enterrés à la merci des oubliettes au Sénégal. La première dame du Cameroun, si nous étions des personnes normales, ne devait pas être enterrée du côté de Dakar. Maintenant, l'équilibre dans les nominations, c'est depuis de M. Amadou Ahidjo. Il y avait des mariages interethniques. Je suis en train de vous parler d'une belle époque où on vivait ensemble, les gens mangeaient bien, on était bien. Maintenant, quelles sont les blessures béantes, infectées et infestées par le régime du renouveau et qui créent une entorse à notre union? Parce qu'il faut rappeler que le vivre ensemble, c'est ça qu'on appelle la nation. Quand le président Amadou Ahidjo prend le pouvoir le 1er janvier 1960, c'était là à l'hôtel de ville, dans son polo, il dit bien, le Cameroun est un État dès ce 1er janvier 1960, mais la nation, nous allons la bâtir. La nation, c'est quoi? Le vivre ensemble, l'acceptation, la même histoire, etc. Alors, il faut rappeler que la 54e édition, la célébration de la fête de l'unité nationale qui s'est célébrée hier, le thème était « Unité nationale, les piliers de notre défense et socle du développement du Cameroun ». Oui, ça, c'est ce qui a été retenu. Maintenant, les blessures. Le renouveau gère notre pays de façon béante, de manière un peu villageoise et kafkaïenne. Ça inaugure, il y a beaucoup de filouteries. Vous savez, quand vous êtes un père de famille, si les enfants ont faim, ton père va te dire « tu n'es pas mon père ». La famine est un danger pour un pays, ne l'oubliez jamais. Dans le renouveau, gère notre pays avec villageoiserie de façon un peu kafkaïenne. Amadou Ahidjo est aux oubliettes, alors qu'on dit que Nelson Mandela de regretter, mais moi disais, les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. La crise anglophone, c'est venu quand à l'époque d'Ahidjo? Non, à l'époque du renouveau. 2016, ça fait 10 ans. Les gens ont commencé à manifester leur ras-le-bol, les avocats, les anciens indignés. Vous avez utilisé l'armée parce que vous aimez la guerre. Mandela disait que les mentalités de répression détruisent les États alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Vous n'avez pas compris ça. Aujourd'hui, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont devenus des poudrières. D'accord. Le pape est allé même de son côté pour mettre la paix. On vous a laissé à Yaoundé parce que vous avez peur des balles. Vous êtes resté là. Ça ne vous dit rien du tout parce que ça ne vous dit rien. C'est fait l'unité nationale revient à dire que Oumyobé, c'était qui? Je suis petit-fils du P6, l'UPC est né le 10 avril 48.
Est-ce qu'on parle suffisamment des martyrs de la nation? Voilà le symbole de l'unité nationale, l'UPC. Au sein d'Afana, quand vous regardez l'UPC de l'époque, c'était vraiment le symbole de l'unité nationale. Il y avait les nordistes, il y avait. On dit que c'était les maquisards, on ne parle pas d'eux. Est-ce que vous savez que le drapeau que nous avons actuellement là, c'est André-Marie Bida, les sceaux, la moirée, la devise? Est-ce que dans l'histoire du Cameroun, on enseigne ça? Si le Cameroun était uni aujourd'hui, on n'avait pas régressé, il n'y aurait pas la haine sur les réseaux sociaux, il n'y aurait pas la pauvreté. Nous sommes dans un pays où même le préservatif est devenu rare. On recycle les préservatifs. J'ai même vu des gens recycler les cercueils. C'est-à-dire, on est dans un pays où on a des cercueils recyclés. Ils prennent ces cercueils où? La famine. Nous sommes dans un pays où j'ai vu des docteurs à Tchang en train de vendre les beignets. Vous croyez qu'un enfant qui a faim, il peut accepter qu'il est membre de la famille? Des docteurs qui vendent les beignets, les tricycles, d'autres qui font la poubelle. Les instituteurs et les infirmiers à la merci des oubliettes. Un pays sérieux où les instituteurs vendent les caramels? On vous a compris, Bertrand Tchenkam. Pour vous, on ne doit pas célébrer, on ne doit plus célébrer la fête de l'unité. J'ai dit ceci. C'est un non-événement. J'ai dit ceci. Oui. À l'époque de M. Amadou Ahidjo, l'unité nationale était en pleine construction, malgré quelques quiproquos, quelques soubresauts, quelques refifis. On était à 17/20. Avec l'avènement du renouveau, on a régressé à 10/20 parce qu'il y a beaucoup de tares et des avatars qui gangaient notre pays. Beaucoup de mots et courants d'idées que le régime du renouveau, au lieu d'agir, passe son temps à réagir. Et je vais vous dire une chose. Si on s'amuse, regardez un peu ce qui s'est passé à Zoé Télé. C'est à quel événement? C'est à l'époque de M. Amadou? Non. Regardez un peu ce qui se passe. Il y a un monsieur Tantampion qui passe dans toutes les chaînes de télévision, on lui laisse l'occasion. Il passe son temps à dire, oh, la communauté, c'est mauvaise. Oh, qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? Rien du tout. Je suis contre le tribalisme. Parce que le tribalisme est une gangrène. Parce que je ne vais jamais te dire que telle communauté est mauvaise. Nous sommes là pour être ensemble. Parce qu'il n'y a aucun mariage qui est facile. Mais si vous laissez les gens insulter les communautés sur la toile, vous ne les attrapez pas. Vous donnez vous permettez aux personnes haineuses sur les plateaux de télévision de se mouvoir. Ça veut dire qu'il y a une complicité quelque part. D'accord. C'est compris, Bertrand Tchenkam. J'ai ressenti justement que vous aviez envie de vider votre sac. Donc, je vous ai donné cette opportunité. Ça va? C'est bon? Non, c'est pas bon. C'était ma vigueur. D'accord. Pierre Blériot-Niémec, sur la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité, que pouvons-nous retenir? Alors, vous savez, la communication a ce site particulier qu'elle peut vous imposer des manières de faire et de voir. On ne peut pas dire en 2026 que c'était magnifique. Magnifique est un comparatif. Vous voyez, vous comparez avec d'autres et vous mettez au-dessus. Non, par le passé, on a eu de très, très belles fêtes, dont celle-ci ne pouvait pas être magnifique. C'était une fête, c'était une célébration très moyenne. Déjà, à l'époque, nous savions, moi, beaucoup plus jeune, quand nous allions au défilé, Yaoundé commençait le défilé vers 10h et ça se terminait vers 15h. Yaoundé. Oui. Parce que c'était... Alors, à l'époque, c'était magnifique. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, Yaoundé commence à 12h15 par là, 12h20. Et 14h, c'est terminé. Ça veut dire 2 heures de temps, voilà. Ensuite, les gens sont heureux d'aller discuter le poulet du palais. Chacun dit, oh, vraiment, je suis content d'être au palais, des choses comme ça, pour ceux qui sont invités et qui y vont. Oui. Nous avons beaucoup reculé. Moi, je ne tombe pas dans le piège dans lequel Bertrand Tchenkam et autres tombent. Non. À la vérité, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, je vous assure. La situation est artificielle. Regardez qu'il n'y a aucun problème. Quand vous parlez de tribalisme, on veut parler, j'entends souvent parler des Ekambeti, n'est-ce pas, et des Bamileke. Oui. Non. Bertrand, vous tombez dans un piège. Non, permettez, vous avez eu votre heure de gloire, c'est vous qui le dites souvent. Le président de la République du Cameroun est entouré en grande majorité de ses frères et amis Bamileke. À l'Assemblée nationale, c'est son fils adoptif qu'on appelle Tadou. Vous savez qui est le chef de RDPC? C'est un Bamileke, Jean Kuete, qui est l'ami intime et le conseiller économique de Paul Biya depuis plus de 60 ans. Wow. Je peux continuer. Entre eux là-bas, quand ils s'entendent pour nous déranger, ils ne font pas le tribalisme. Vous voyez?
Ils ne font pas le tribalisme. Et ils laissent passer certaines petites affaires pour les petits esprits qui sont sur les réseaux sociaux et les gens. Il n'y a rien de tel. Le problème, c'est la mauvaise répartition des richesses, la confiscation par une élite. Mon professeur Monondiana aimait à dire comprador. C'est-à-dire qu'un groupe d'individus qui viennent de tous les horizons, et quand ils se mettent ensemble, là, ils ne font aucun tribalisme. Ngannou Messi, vous savez, comme ça fait 5 000 milliards qu'il a géré en 10 ans. 5 000 milliards. OK? Si on ne t'aime pas, on ne te confie pas 5 000 milliards à gérer. Donc, il n'a pas rendu compte. Depuis 10 ans, on essaie, l'autoroute ne finit pas. Ngannou ne finit pas l'autoroute, ce n'est pas l'affaire des Bamileke. C'est l'affaire de Ngannou lui-même. Vous voyez un peu. Donc, quand vous rentrez dans ça, vous tombez dans leur piège. Et puis, les gens des réseaux sociaux, ne les écoutez pas. Les réseaux sociaux remplacent l'absence d'emploi. Les gens n'ont pas de travail. Si tu dis quelque chose d'intelligent, on ne commente pas. Si tu insultes et autres, on commente et ça te fait des likes et autres. Oui. Donc, moi, je sors en vous prenant mon exemple. Il y a un influenceur Bassa qui m'insulte depuis longtemps. Je ne lui réponds pas. Et il a décidé de se mettre en alliance avec un autre. Donc maintenant, ils font les sorties de... Oui, ils ont pris... les noms, je suis perdu. Oui, bon, ce sera leur faire de la publicité, mais je vais te donner. Il y a un certain Bassa, il s'appelle Danny Scorpio. Danny Scorpio, ce fut le premier manager de Valsero. Il est architecte et l'un de ses exploits comme architecte, c'est que c'est lui qui a construit l'immeuble qui était en face du commissariat de Nkolndongo qui était tombé. Il avait construit un immeuble en face du commissariat de Nkolndongo qui est tombé. Mais une nuit à 21h, tuant 6 personnes. L'immeuble a enterré 6 personnes. C'est Danny Scorpio qui avait construit cet immeuble-là. Il s'est mis avec un autre, Clétus. Tu dois connaître Clétus. Clétus, c'est un enfant formé par Chop Chop. Il était dans Djambo. Voilà. Donc, ils font maintenant dans le renfort. Mais il s'ennuie. Tu n'as pas besoin de renfort? Non, Clétus, on soupçonnait même que... Que quoi? Que la... Oui, il y a de forts soupçons sur Clétus au niveau du derrière. Oh là là. Je t'assure, il y a de forts soupçons. Clétus, personne ne l'a vu avec une femme. On dit que... Clétus, ça ne va pas. Et Daniel Scorpio... Daniel Scorpio... Tu veux le défendre, Daniel Scorpio, écoute. Daniel Scorpio, c'est l'un des Bassas les plus laids. C'est-à-dire que si tu vois le type là, on te dit que c'est un Bassa, tu ne vas pas croire. Voilà, maintenant, tu es en train de répondre. Il ressemble à une panthère. Non, tu es en train de répondre. Non, si on te met l'image... Là, c'est la voix du berger à la bergère. Ouais. J'ai dit que si... Non, là, maintenant, tu es en train de régler les comptes. Tu es en train de répondre. Avoue-le, non? Tu es en train de répondre. Parce que là, regarde ton visage et tout. J'ai dit, si on te montre... Vous les femmes, vous êtes des courageuses, vous voyez. Je t'assure, Claude Yantia, je vais... Attends, si la réalisation pouvait trouver une photo de Daniel Scorpio. Je dis, le gars, le Sovila commence comme ça descend jusqu'en bas comme ça. Mais c'est terrible. Donc, tu vois, donc, des gens comme ça, ils s'ennuient sur Facebook. Bon, pour une fois, je lui ai donc fait la publicité parce que c'est un cousin, hein, Daniel Scorpio. Nous avons le même oncle. C'est lui qui faisait les travaux de mon oncle, Feu Tang Emmanuel, et qui faisait tomber les immeubles. Comme architecte, très laid. Il parle très mal français. Et là aussi, une autre... Vous le sabotez comme ça? Je ne le sabote pas. Non, je le décris. Je le décris. Je lui fais de la pub. Une mauvaise publicité. Ça, c'est une mauvaise publicité. Non! Non, elle est mauvaise, mais tu ne peux pas décrire quelqu'un comme ça comme un chimpanzé. Il ressemble effectivement au chimpanzé. Comment tu peux dire que attends, non. Les mains de Daniel, c'est un ancien armateur. Il a fait les arts martiaux. Ses mains sont effectivement comme les bras du chimpanzé. Je t'assure. Après l'émission, tu vas les likes. Dani, vraiment. Non, ce n'est pas Dani qui est bilingue. Je n'ai pas dit, ben, si Dani est bilingue, il est bilingue avec Clétus. Parce que Clétus, il parle bien français et anglais. Ça, c'est depuis longtemps.
La première D ne peut pas échapper. Il parle quoi? Anglais et français. C'est un gars bilingue. D'ailleurs, il est recto verso. Vraiment. Vous avez les A1. Clétus. Quand je pense à Clétus, je me demande vraiment. Ouais, vous avez vraiment les fax. Moi, je savais qu'il est anglophone, mais vous dites qu'il est bilingue. Non, il n'est pas. D'accord, on va permettre aux téléspectateurs de réagir. Claudia, vraiment amoureux, à 93 ans, Fanny. Et quand la nouvelle tribu qu'on a créée, nous avons cessé d'être les Betty de Nanga. Il y a incorporé les Makas de l'Est et d'autres qui n'ont jamais été Betty. J'ai du mal à comprendre votre message, hein. Bonjour à tout le plateau, j'espère être connecté sur le bon numéro. Le notable a pleinement raison de donner son ressenti, son filtre sur le tintamarre du vivre ensemble. Si vous me passez l'expression, de mon point de vue, il n'y a rien à retenir. Le folklore a eu lieu comme à l'accoutumée. Les griots ont savamment repris à l'unisson ce pourquoi ils reçoivent des subsides. En résumé, la terre est sale, très sale, les femmes sont chères, les peaux sont vides. Vivons seulement. À 54 ans déjà que le temps passe vite selon les gens aux affaires. À 54 ans, on vient à peine d'être sevré du lait maternel et on commence à balbutier. Dans l'unité dont on parle à grand renfort de tambour et trompette est une lointaine réalité maintenant, chacun voyant midi à sa porte. Voilà ma façon de voir le stade Lavert à laquelle se trouve notre vivre ensemble. Il s'agit de Sa Majesté Dibandé qui nous écrit depuis la Côte d'Azur. On va marquer une touche pause, c'est la page publicitaire. On se retrouve tout juste derrière pour voir ce qui marche, ce qui est à refaire dans notre pays. On se dit à tout de suite. Bonne chance à nous, hein. Et si le vrai problème de votre élevage n'était pas la production, mais l'argent que vous perdez sans le voir? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent dur, mais gèrent encore leur ferme dans des cahiers ou sur un fichier Excel dépassé. Résultat, difficile de savoir si votre exploitation gagne vraiment de l'argent. Mais tout ça peut changer. Avec Farmap, votre élevage tient désormais sur votre téléphone ou ordinateur. En quelques clics, vous suivez vos bandes, vos dépenses, les médicaments, l'alimentation et vos ventes. Toutes les informations de votre ferme sont réunies au même endroit pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Déjà, plus de 500 fermes dans 16 pays d'Afrique font confiance à Farmap. Moins de confusion, plus de contrôle et surtout, une ferme plus rentable. Essayez Farmap dès aujourd'hui sur farmap.app. Farmap. Gérez votre élevage comme un pro. Sur le plateau de la Grande Palabre, on va permettre justement à ce téléspectateur de réagir. Bonjour Claudia et à ton panel. Après une longue absence, je suis à nouveau connectée à mon émission préférée. Il s'agit de Brandy qui nous écrit depuis Beijing. Merci d'être avec nous ce matin, Brandy. Et justement, le code d'accès lui reste le même. N'hésitez surtout pas à réagir à tout ce qui se passe sur ce plateau. Pierre Birognemec, qu'est-ce qui marche dans notre pays ou qu'est-ce qui est à refaire? Alors, c'est une histoire très drôle qui m'a été racontée hier. Des membres d'une réunion, une dame qui est dans la réunion, cette réunion a en même temps une cotisation. D'accord. Donc, l'une des membres a dit à celle qui recevait qu'elle ne pouvait pas être présente, qu'elle lui enverrait l'argent par Orange Money. Chose qu'elle a faite, mais celle qui recevait n'avait pas de compte. Donc, on a envoyé sur le compte de sa fille 30 000 francs. On lui a envoyé 30 000 francs par Orange Money. Sa fille est allée retirer les 30 000 et est venue remettre à sa maman. Sauf que la maman, quand elle va au marché, on découvre que 2 des billets sont faux. Donc 20 000, 10 000 fois 2. Oui. Et la dame s'en va rencontrer la femme qui a envoyé l'argent par Orange Money pour lui dire que tu m'as envoyé les faux billets.
À un moment, j'étais perdue. Elle lui dit, tu ne peux pas m'escroquer comme ça. Reprends tes faux billets. Et elle a crié du grabuge. Tu es une voleuse, je comprends pourquoi ton mari était en prison. Vous êtes une famille de voleurs et tout ça. Actuellement, c'est au tribunal. Donc, la victime a porté plainte. Mais c'est quand elle revient que sa fille lui dit que non, c'est pas elle qui t'a donné des faux billets. C'est certainement le monsieur qui m'a remis l'argent. C'est là-bas le problème. C'est pas celle qui a fait l'envoi. Et comme nous avons une mission d'éducation, j'ai pensé qu'il fallait qu'on dénonce un tel fait pour que ceux qui reçoivent de l'argent, soit par Orange Money ou MTN, si jamais il y a de faux billets là-bas, qu'ils ne rentrent pas voir les expéditeurs, parce que ce n'est pas l'argent que j'envoie ici qu'on te donne là-bas. Quelle histoire, c'est vraiment très drôle, Thierry Alain. Ton interprétation, ta lecture? Non, ça m'amuse beaucoup parce que justement, la maman qui est allée au marché avec l'argent, elle est resté focus sur sa copine. Oui. Et je suis sûr, après ce que le PCA a raconté, qu'il y avait des c'est pas le PCA, c'est Blériot Niémec. Il n'y a pas de PCA ici. Ça fait trop peur quand vous l'appelez PCA même. Il n'est pas ici sur ce plateau. Il n'est pas là. C'est Blériot Niémec. Non, je dis que le PCA n'est pas là. Il n'est pas sur ce plateau. C'est Blériot. Tu vas m'attaquer dans le truc. Donc, si tu as le pouvoir, ça serait grave. Hein? Non, rien. Quand tu as le pouvoir, Elle ne fait que nous défendre. J'ai déjà le pouvoir en tant que président de ce tribunal. Donc, voilà. Mais juste que si quelqu'un est obligé de dire que j'ai le pouvoir, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Hein? Tu n'as pas envie de rester sur le plateau pendant longtemps. Je m'excuse. Dis un seul mot déplacé encore. Je présente mes excuses. D'accord, très bien. Donc, je disais que la dame est restée focus sur celle qui a envoyé l'argent. Et je suis sûr qu'avant que les deux, il y avait un antécédent. N'est-ce pas? Parce que si c'est qu'elle est allée rapidement pour dire du n'importe quoi à son ami, ça veut dire qu'il y avait des antécédents. Mais seulement de dire à nos mamans que beaucoup de nos mamans ont... La technologie n'est pas encore le propre de nos mamans. Oui. Elles ne comprennent pas encore en fait ce qui se passe. Elles ont des comptes, ou voyez qu'elle n'a même pas de compte. C'est sa fille qui a le compte. Cela signifie qu'elle est vraiment encore, comme on dit souvent, au Moyen-Âge, à cause de la technologie. Oui. Et je pense qu'il faut beaucoup éduquer tous nos mamans-là. Donc, chère maman, lorsqu'on vous envoie de l'argent, sachez que c'est pas l'argent que vous avez à main, c'est pas l'argent que vous a envoyé. C'est un argent qui a été transféré et qui a subi, qui a voyagé en fait. Qui a vraiment voyagé. Si jamais vous avez retiré de l'argent dans un compte, un point de retrait d'argent, et que vous vous rendez compte qu'il y a des faux billets à l'intérieur, allez voir celui qui vous a remis l'argent. C'est pas celui qui a envoyé le problème, mais c'est celui qui a remis l'argent. Et c'est au moment, je pense aussi, de dire qu'actuellement dans notre pays, lorsqu'on regarde les journaux constamment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses monnaies qui circulent. Oui. Beaucoup de fausses monnaies qui circulent. Dernièrement encore, je voyais une vidéo à Bafoussam, à l'ouest, où on a eu beaucoup de faux monnayeurs. Et c'est pas une culture qui est bonne. Oui. Je pense qu'il est très important pour éviter que les Camerounais se retrouvent à se tirer dessus, que les services compétents fassent leur travail. Mais après, il faut que chacun marche avec son test. Comment on appelle ça? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Pourtant, il y a des services compétents qui sont là pour pouvoir faire le travail. On sait déjà que la plupart ne font pas leur travail. Aujourd'hui, on est maintenant, on dit quoi, en aval. Pourtant, il faut voir la situation en amont aussi. Oui. Il faut que si chacun fait son travail en amont, les Camerounais, à la fin, elles voulaient juste manger, faire son marché. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans des palais parce que justement, en amont, il n'y a pas eu, le travail n'a pas été fait. Et tu conviens avec moi que si elle avait son stylo pour détecter le faux billet... Si elle n'a même pas un compte Orange Money, comment est-ce qu'elle va faire? Elle va faire pour avoir... J'ai dit même sa fille à la maison, les garçons à la maison, s'il y avait quelqu'un qui avait ce stylo-là pour détecter. Voici ma point. Je pense que toutes les solutions sont bonnes à prendre. C'est une bonne solution que vous proposez, mais je pense qu'il faut aussi demander que chacun fasse son travail. Il n'est pas bien que les Camerounais qui veulent juste manger, qui veulent juste s'épanouir, puissent encore être là à faire des problèmes parce qu'en amont, les gens n'ont pas pu faire leur travail. S'il y a de la fausse monnaie qui circule, lorsqu'il y a des cas comme cela, que ceux qui sont censés faire leur travail fassent leur travail, que ce monsieur qui a été soit interpellé et qui dise d'où viennent les faux billets qui distribuent aux gens. Et voilà comment est-ce qu'on peut remonter la filière jusqu'à atteindre les véritables bandits. D'accord, c'est compris. Alors, Anastasie, tu as très bien suivi l'histoire un peu, on va dire quoi, très drôle de Pierre Blériot-Niémec. Comment toi, tu allais réagir si tu étais face à cette situation? Bon, moi, j'allais rire. Ah bon? Oui. Tu as deux faux billets entre les mains, tu vas commencer à rire? J'allais rire, j'allais me dire que
Moi, je n'allais pas penser comme la dame. Moi, je n'allais pas penser comme elle. J'allais me dire, on m'a béni. Et tu t'arrêtes là? Tu rentres à la maison, tu ne fais pas le marché? J'allais juste dire à la personne qui m'a envoyé l'argent que voilà, on m'a envoyé le faux billet. Je pars vers le monsieur chez qui j'ai fait le retrait. S'il veut discuter, moi, je vais le laisser avec. Sincèrement. Peut-être que je paye une arnaque que j'ai eu à faire avant, je ne sais pas. D'accord. Dans tous les cas, j'ai comme l'impression que tu as grandi en France et que tu viens d'arriver au Cameroun. Parce qu'une vraie femme là... Tu vas bagarrer jusqu'à quand? Si la personne ne veut pas te donner, on va me froisser en route, je n'ai pas la force. D'accord, Bertrand Tchenkam. Oui, ça revient sur ce qu'il disait tout à l'heure, que le Cameroun est malade. Nous sommes dans une société meurtrie où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues énormes, mais les comportements à la fois immoraux et amoraux. Quand dans un pays, on vend, il y a les cercueils d'occasion, vous attendez à quoi? Dans un pays, on a les docteurs sortis de l'université qui vendent les beignets, d'autres qui sont dans les tricycles. Et selon l'OMS, nous sommes le 5e pays où le taux de suicide est revu à la hausse. Vivre au Cameroun est une peine, beaucoup de guerres, aujourd'hui la guerre. Vous parlez de la malhonnêteté, c'est normal. Vous parlez des mobile money. C'est pas celui qui a envoyé de l'argent qui est le problème. C'est là où elle a retiré cet argent. Les gens sont prêts à tout pour s'enrichir. Le problème aussi, c'est que le monsieur qui gère, je sais pas moi, le callbox, peut-être lui-même, il ne savait pas qu'il avait des phobies. Non, il savait. Non. Claudia, il savait. Il savait. Vous savez, quand on envoie, l'enfant est innocent, on sait que l'enfant ne connaît rien. Quand tu gères le mobile money, moi j'ai une petite soeur qui fait dans ça, on a même des bics pour détecter des faux billets, des bons billets. Parfois même, il y en a même qui font des trafics. C'est-à-dire, si tu es venu enlever une grosse somme d'argent, on met un billet de 10 000. Dans certaines banques, on ne va pas citer. Vous savez qu'il y en a même que tu arrives peut-être là, tu veux peut-être 20 millions, on prend 4 faux billets, on met dedans. Tu sais que c'est 20 millions, non, tu as le temps de compter, est-ce que tu as le temps de vérifier? On le fait partout. Nous sommes dans une société où les gens veulent s'enrichir à tous les prix et à tout prix. Il faut le savoir. Ce qu'on va dire à la maman, c'est que l'injure publique, vous êtes juriste, non? Vous savez que c'est pas bien. Une injure, c'est-à-dire aller insulter quelqu'un, même si vous avez raison, vous ne faites pas justice. C'est-à-dire aller voir une... De toute façon, la personne chez qui on est allé prendre l'argent est dans une logique... On dit présomption, on parle de présumé. Oui, oui. Donc, c'est pas très sûr. Peut-être la personne vous a donné sans le savoir. Insulter la personne peut vous porter plainte. Et ça va vous revenir à la figure. Vous ne pouvez pas prouver par A plus B que c'est la personne qui vous a remis les faux billets. Et même si c'est le cas, vous l'avez déjà insulté. Et ça va laisser un peu à désirer. Donc on va dire que le Cameroun, malheureusement, à cause du régime du renouveau, le banditisme a toujours pignon sur rue. Nous avons quelques tailles avatar qui gangrènent notre pays. Malheureusement, dans nos chaînes de pensée, nous sommes malhonnêtes depuis notre naissance. Et le Camerounais, quand il naît, même quand tu entends un enfant sorti du ventre de sa mère, il crie, il est sorti où? Ici au Cameroun. Il va être bandit parce que c'est en sortie ici, il faut être très fort. Donc on va tout simplement dire à la maman que la société, elle est comme ça. C'est pas celui qui t'a envoyé les billets là qui est mauvais. C'est la société qui est mauvaise. Mais après, si on reste sur les faits, on a comme l'impression que la dame, justement, qui se rend compte que, voilà, elle imagine que c'est, on va dire quoi, sa collègue de l'association qui lui a envoyé les faux billets. On a comme l'impression, comme Thierry disait tout à l'heure, qu'elle voulait régler les comptes à la dame. Non, non, c'est pas celui qui t'envoie de l'argent qui a envoyé les faux billets. C'est là où tu allais sortir cet argent. Elle ne comprend donc pas. Il faut lui expliquer. Une maman comme ça, là même, on devrait la dédommager. Vous savez que juridiquement parlant, vous êtes juriste, non? Vous savez qu'une maman qui va dans une boutique, elle vole le pain, 4 pains et un peu de sardines. Si elle part revendre, c'est dangereux, non? Mais si elle vole le pain avec la sardine pour aller nourrir ses enfants, on doit la dédommager, non? Parce que c'est l'État qui la met dans cette situation de mendicité poussée. Parce qu'on ne lui a pas trouvé un emploi décent pour qu'elle s'occupe de ses enfants. Ce n'est pas automatique, c'est pas automatique. C'est vrai, voilà le gars c'est une infraction. Je vous dis qu'il y a vol et vol. On a dédommagé le gars qui a volé le paquet de spaghettis là-bas. Je vous ai dit que la maman qui a volé le pain dans une boutique avec une boîte de sardines pour aller nourrir ses enfants doit être dédommagée. Parce que c'est à cause de la société que ces enfants sont dans une situation de mendicité poussée. Elle n'a pas eu un emploi. Et l'État devrait veiller pour que ces enfants aillent à l'école. Est-ce que vous savez qu'en France, par exemple... Bertrand, pourquoi toi, tu ne voles pas? J'ai été éduqué à ne pas voler. Oui. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a des cas de vol où ce n'est pas toi qui vole, c'est la société qui vole. C'est pas automatique. C'est une infraction, mais il y a des situations atténuantes. Il faut pouvoir prouver que vous êtes dans une situation d'exigence. Bon, tout le monde sait que le viol n'est pas bien, non? Oui. N'est-ce pas? Le viol est condamnable. Oui. Tout le monde sait qu'avorter, ce n'est pas bien, non?
Bon, si on viole votre fille, on ne souhaite pas ça. Vous gardez l'enfant, vous enlevez. Point d'interrogation. Donc, même le droit, il y a la philosophie du droit, il y a des contextes, il y a. Donc, pour la maman, elle doit être éduquée. Il faut que les enfants lui disent que celui qui était à Paris, qui t'a envoyé de l'argent, il t'a envoyé en euros, mais tu reçois 100 francs CFA. Le problème, c'est là où tu as pris cet argent. Et le problème, c'est que l'État s'est arrangé pour que la corruption continue. La malhonnêteté continue à avoir pignon sur rue. Il faut assainir cette société et faire en sorte que les gens soient honnêtes. Et elle avait envoyé cet enfant, la personne savait que l'enfant est naïf. Parce qu'il faut aussi se dire une chose, hein. Si quelqu'un t'a remboursé de l'argent à la boutique, si là, tu n'as pas détecté que tu avais des faux billets, tu reviens, c'est plus la même chose. Qu'est-ce qui prouve que les billets qu'on revient avec là sont les billets qu'on avait remis? Point d'interrogation. D'accord, mais c'est rare quand même que tu m'as remis des faux billets et que je vais le changer ou bien venir te mentir et tout. Ce que tu es en train de à une certaine époque, Claudia, quand j'étais étudiant à l'université, je me rappelle à l'époque quand j'étais en maîtrise, j'ai géré un bar. C'est-à-dire à mes heures perdues, j'étais gérant dans un bar. Alors si tu m'as remis 10 000, j'ai remboursé, tu es allé à la maison, tu reviens me dire qu'il y a un faux billet de 1000 francs, je vais te rembourser. Parce que vous croyez que le commerce est facile. Là, quand même, ça devient un peu compliqué. Et Pierre Biereniemek, est-ce qu'on doit donner un conseil? C'est pas ce qu'on doit dire à la maman en ce moment, parce qu'elle est tellement en colère. Vous nous dites que c'est même il y a injustice, donc... Bon, il y a des conseils à donner et des précisions aussi sur les positions de Bertrand Thuekam. En matière d'argent, de remboursement ou de paiement, les vérifications se font sur table. Voilà. C'est-à-dire que même à la banque, quand on vous paye, vous vérifiez le montant et l'authenticité des billets devant la caissière. Si vous vous déplacez, ce n'est plus valable. Ça, il faut le savoir. Maintenant, ce que Bertrand essayait d'expliquer, en droit, on appelle ça un délit de grivellerie. Mais c'est un peu complexe. C'est-à-dire que si tu es dans une situation de survie, et tu poses un acte de survie, tu ne seras pas condamné pour ça. Un acte de survie, effectivement, il disait, on va voir que c'était un acte de survie. Ah ben, si vous avez passé 3 jours sans manger, vous entrez dans une boulangerie, vous ramassez un gâteau, vous commencez à le manger là. Dites que vraiment... non, à la limite, ce que le promoteur peut faire, c'est vous faire des travaux qui compensent ce que vous avez mangé. D'accord. Voilà. Ce n'est pas pour dire que à cette heure-ci... Je suis en train de dire que j'ai des idées qui me passent dans la tête là. Malheureusement, toi, ça ne va pas marcher. Si tu amuses les gens, non. On sait que tu as un emploi, que tu as une rémunération, et donc là, ta peine sera doublée. Parce qu'il faut que tu... Est-ce que tout le monde me connaît? Ah, ben très bien. Je peux finir de mettre le charbon sur mon visage, je joue la folle, voilà. J'arrive là, je me traîne partout, je prends le... Et même dans le cas que nous évoquions, s'il y a un seul témoin qui vient dire là que c'est son habitude. C'est fini. Vous voyez, donc c'est un peu... C'est complexe. Il ne faut pas aller là. Bon, maintenant... Avec les SDF, ça passe plus? Non, je dis que c'est complexe. C'est-à-dire, même si vous êtes un SDF, vous devez travailler. C'est au bout d'une enquête poussée qu'on va déterminer. Que si vous étiez dans cette situation-là urgente en ce moment-là, vous ne pouvez pas décider que vous, désormais, c'est comme ça que vous allez vous nourrir. Jamais. Que dès que midi arrive, vous entrez dans un restaurant, vous mangez, après vous dites que j'ai pas la mendicité est même interdite par la loi. Voilà, donc c'est un peu complexe. Maintenant, sortons de cette affaire. Oui. La colère est mauvaise conseillère. Oui. Quand vous avez un problème, calmez-vous d'abord. Vous voyez que la maman au marché, si vous revoyez l'histoire, ne s'est plus rappelée de tout le parcours de l'argent. Que c'est sa fille qui allait retirer l'argent, que c'était Orange Money. Elle a seulement su que c'est l'argent que Claudia m'a envoyé. Vous voyez? Elle s'est arrêtée là. C'est Claudia qui m'a envoyé l'argent. Et comme c'est les faux billets, je m'en vais voir Claudia. La colère est mauvaise conseillère, il faut souvent prendre un peu de recul. Oui, non, mais vous savez aussi. C'est toujours la colère. Oui, quand vous remettez un faux billet à quelqu'un, même si vous êtes ignorant de cela, lui, il vous considère comme quelqu'un qui est venu... En fait, c'est une chaîne nocive. Vous voyez, vous êtes souvent... J'ai eu ce cas-là, je payais le carburant à la station, et le gérant a dit qu'il y avait un faux billet. Ben, j'étais très embêté. Le gérant de la station qui me connaît bien est venu. Moi, j'avais donné tout naturellement. J'ai remonté... Et je ne vais pas vous dire, le paquet d'argent, je l'avais pris dans une banque. Ouh là là. Je ne vais pas faire
la mauvaise publicité. J'avais pris effectivement ce paquet dans une banque et ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, on peut faire ça à la banque? C'est-à-dire... Donc, je souscris à l'idée. Je ne sais pas s'ils le font exprès, mais je crois qu'ils ont tous les appareils pour vérifier. Ça veut dire que soit ils ont des gens qui leur apportent de la fausse monnaie et ils injectent. Vous parlez de compter. Si vous prenez 20 millions, vous n'allez pas compter les 20 millions et vérifier tous les billets. Vous n'allez pas. À la limite, vous allez compter. Encore qu'il faut savoir compter pour compter 20 millions. Mais... Ouais, maintenant, vérifier suppose de séparer tous les billets. Tous les billets. Et de... Les gens attendent. Non, personne ne... Ça se fait, c'est pas faisable. Ça ne se fait pas comme ça. Vous faites confiance, vous dites que c'est la banque. C'est la banque. Vous retirez. C'est l'institution. Donc, je dis aux gens aujourd'hui, même quand vous allez à la banque, il faut vérifier vos billets. Il faut donc avoir ce que je disais tout à l'heure, son... Non, de-là de son détecteur. Là, non, les faux billets, très souvent, ils sont même visibles à l'œil nu. Quand ils sont dans un bloc, vous pouvez compter sans voir, mais si vous prenez le temps de vérifier, vous vous rendez bien compte que celui-là n'est pas bon. Et si vous attrapez un banquier dans cette situation, je vous assure, vous pouvez vous enrichir. Hein. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire, vous le faites là, ipso facto, vous faites venir un huissier de justice. Wow. On constate. Oui, qui fait le constat. Ah ben, la banque ne va pas vouloir que vous racontiez ça. Ah oui. Donc, vous leur dites simplement que bon, mon compte là n'avait que 15 000. Avec 15 000, ajouter 6 zéros. Non. Non, c'est 15 000. Non, mais c'est la banque quand même. Bon, après, comme c'est un partage d'expérience, je me souviens... En fait, les gens qui souffrent le plus de ce phénomène des phobies, ce sont les barman. Et je pense que quand j'avais quoi, 11 ans ou 12 ans, j'étais dans le bar de ma grand-mère. Il y a un gros porteur, comment on les appelle, un camionneur qui arrive et qui me tend un billet de 10 000. Il avait pris des choses de 3 500 et je lui rembourse 6 500 par là. Et quand le monsieur tourne le dos, grand-mère vient et me dit « Bon, Bobo, tu as vendu combien déjà ?» Elle lui dit « Bon, on fait les comptes. » Elle se rend compte justement que le billet de 10 000 que le monsieur m'a donné, c'est un faux billet. Le monsieur, dont à peine je regarde dehors, il est en train de démarrer pour aller je sais trop où. Jusqu'à maintenant, je regrette, j'ai trop mal en fait. Parce que non seulement il te donne le faux billet, mais toi tu rembourses encore. Et vous savez ça fait beaucoup. C'est ça quelles sont leurs stratégies? Oui. Généralement, ces personnes-là s'habillent correctement et bien. Arrive là, commence à vous... C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un qui roule carrosse, la personne arrive, vous n'imaginez même pas que la personne peut vous remettre un faux billet. À peine on vous remet un faux billet, à peine vous regardez, la personne vous embrouille. Non, rembourse rapidement, rembourse. Bon, après, aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner des petites astuces? Comment on détecte un faux billet? Non, il faut avoir un billet, il faut avoir un détecteur. Ne sois jamais pressé quand tu fais le commerce. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir le détecteur. Non. On nous a dit, quand tu as le faux billet, tu le froisses. Oui. Quand tu es dans un bar, quand j'étais étudiant, j'ai géré un bar. Tu es assis, quelle que soit la personnalité qui est devant toi. Oui. Quand tu as reçu 10 000 francs, tu prends carrément le détecteur de faux billets, tu prends tout ton temps. Tu ne vas pas à son rythme. On n'est pas pressé. Oui. Et tu dois te concentrer quand tu travailles. Quand tu gères de l'argent, tu dois te concentrer. Ça tu feras des pertes et ça sera tes risques et périls. D'accord. Thierry, tu as des astuces pour détecter le faux billet? Pas d'astuces particulièrement. Malheureusement, pour moi, je fonctionne à la confiance. La confiance. Malheureusement pour moi, mais j'ai été victime de cette arnaque-là. Une fois, je sortais du bureau en Guayaquil, j'ai pris un taxi, j'avais 5 000. Et lorsque je suis arrivé à destination, il m'a remboursé beaucoup de billets, 500 francs. Beaucoup de billets. J'étais content parce que j'avais la petite monnaie. Oui. Mais quand je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques billets 500 qui étaient faux. Il sentait le pécole. C'était vraiment du pécole, le billet d'argent. Et 2 000 francs dans le remboursement qu'il m'avait fait. Donc j'ai été victime. Mais malheureusement pour moi, jusqu'à présent, vraiment, je n'ai pas une méthode précise. À part la salive, là, on essaie de toucher pour voir si c'est la peinture. Non, on a dit aussi quand c'est tu regardes et si tu vois écrit BA, moi je vous dis des choses, des petits pas. Justement, moi j'ai déjà vu un faux billet qui, on regarde, on voit BA, on voit tout ça, mais c'est le faux billet. Mais c'est un faux billet. Bureau a dit à tout un content, quand vous êtes habitué à manipuler de l'argent, le faux billet ne s'ignore pas. Quand tu regardes un billet de 10 000 qui est faux, ça ne s'ignore pas. Bon, c'est d'abord dur, hein?
Tu n'as même pas besoin de toucher. Vous dites que ceux qui sont habitués à manipuler de l'argent quand le billet est faux... Et ceux qui ne sont pas alors habitués, on veut les astuces maintenant. Prends alors le bic, il y a un bic pour détecter, il y a une petite torche, tu vérifies. Tu vas donner ça à la grand-mère, tu vas donner le petit bic à la grand-mère. Il y a les billets qui passent là comme ça, mais ce sont des faux. Je voulais vous dire que, Bertrand, quand vous dites que... Parfois tu froisses aussi, le bon billet, quand tu froisses comme ça, tu jettes... Ça se plie et ça s'ouvre. Voilà. Oui, il y a aussi une corde dans le billet, hein. Il y a une corde qui passe là. Quand vous dites que quand on est habitué à compter l'argent... Oui, vous avez raison ce que vous dites, mais je voudrais aussi ajouter que le phénomène... Est-ce que vous savez que ces personnes ont fait de ça un métier? Ils viennent vers vous, ils vous éblouissent pour prendre votre monnaie et vous donner une fausse monnaie. Oui. Ces personnes travaillent avec des écorces et autres. Vous savez, il faut regarder ce paramètre. Donc, vous savez, l'argent, c'est le diable. Hein. Quand on travaille là où il y a de l'argent... Moi, j'ai un oncle au marché central, qui ne va pas donner le nom. Lui, dans sa boutique, on vend par jour près de 10 millions. J'ai eu l'occasion d'être là quand j'avais déjà mes 15-20 ans. J'avais à le cœur du Mboma. L'argent, si tu n'as pas un esprit élevé, on va te tromper. C'est de ça que je voulais. L'argent, c'est une autre école. Ça dit tu peux avoir le doctorat, mais tu ne gères pas l'argent. D'accord, c'est compris. Merci Claudia, tu as lu mon message en direct. Mary Jo depuis Glasgow en Grande-Bretagne. Oh là là, merci beaucoup d'être connecté à nous.